Voici le premier épisode en français de ma série de podcasts Chris Van Hart sur la qualité. Je suis professeur titulaire en gestion de la qualité des soins de santé à l'Université de Louvain, KU Louvain, et j'ai lancé l'année dernière une nouvelle série de podcasts. Ces podcasts sont disponibles sur Spotify et YouTube en anglais et nous avons déjà 6 épisodes, mais suite à une question de mon ami et collègue de recherche Mathieu Louiset, j'ai relevé le défi de remasteriser ces podcasts en français. Avec l'aide de mes amis de Jellypod qui soutiennent techniquement ces podcasts avec intelligence artificielle, voici le premier. Est-ce que vous êtes prêts pour un petit voyage dans le temps? Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans le monde de la gestion de la qualité. Son histoire est fascinante. Nous nous appuierons sur des documents issus de mon cours à l'Université de Louvain pour nous guider dans cette plongée. Oui, c'est incroyable de voir à quel point ces vieux concepts, ces anciens concepts sont toujours d'actualité. Nous remontons jusqu'à l'ancienne Babylone pour voir comment cette quête de la qualité a évolué en même temps que les industries elles-mêmes, puis nous explorerons le travail de 5 pionniers, Shewhart, Deming, Juran, Feigenbaum et Crosby, et nous découvrirons les racines de certaines idées que vous rencontrez probablement tous les jours au travail, comme le Six Sigma ou le Lean Management. Alors, attachez votre ceinture. Revenons 4000 ans en arrière, dans l'ancienne Babylone. Le contrôle de la qualité existait-il à l'époque? Eh bien, il s'agissait davantage de responsabilité que de gestion structurée de la qualité telle que nous la connaissons aujourd'hui. Pensez au Code d'Hammurabi, un ensemble de lois littéralement gravées dans la pierre avec des règles de construction assez extrêmes. D'accord, imaginez ceci. Si une maison s'effondre et tue ses habitants, non seulement le constructeur, mais aussi l'architecte sont passibles de la peine de mort. C'est un véritable enjeu. Cela montre bien que la garantie de la qualité, au moins en termes de sécurité et de fonctionnalité, est une préoccupation depuis des millénaires. Voilà qui remet les choses en perspective. À côté de cela, nos codes de construction modernes semblent tout à fait indulgents. Heureusement, les choses ont évolué depuis. Au Moyen Âge, le système des guildes est apparu et c'est là que l'on trouve des pratiques qui préfigurent la gestion moderne de la qualité. Les guildes, ces groupes d'artisans qualifiés comme les forgerons et les tisserands, étaient plus que de simples clubs sociaux. Les guildes influençaient fortement la manière dont le travail était effectué et dont la qualité était maintenue. Elles mettaient l'accent sur la collaboration, l'établissement de normes pour l'artisanat et la formation rigoureuse des apprentis pour qu'ils répondent à ces normes. Il existait même ce que l'on appelait des épreuves de maître, c'est-à-dire des tests permettant de s'assurer que quelqu'un était suffisamment compétent pour rejoindre la guilde. Cela ressemble à un précurseur des programmes de certification modernes, comme un système intégré d'amélioration continue. Les guildes ont réellement contribué à améliorer la qualité des biens et des services. En se concentrant à la fois sur le processus et sur les personnes impliquées, elles ont compris que la qualité n'était pas seulement une question de compétences individuelles. Il s'agit d'un effort collectif. Nous avons donc vu comment la gestion de la qualité est passée de conséquences sévères à une approche plus collaborative avec les constructeurs. Mais quand avons-nous commencé à voir apparaître l'approche fondée sur les données que nous utilisons aujourd'hui? Je veux dire que les tableurs n'existaient pas vraiment à l'époque. Ce changement a réellement commencé au cours de la révolution industrielle du 19e siècle. Avec l'essor des usines et de la production de masse, l'organisation du travail a radicalement changé. Il est logique que le contrôle de la qualité doive lui aussi évoluer.
Il n'est pas possible de faire appel à un maître artisan pour inspecter chaque pièce lorsque l'on fabrique des produits à grande échelle. C'est là qu'interviennent des personnalités comme Frederick Taylor. Vers 1911, il a introduit la gestion scientifique. Son objectif était d'optimiser le processus en décomposant les tâches et en les standardisant pour accroître l'efficacité. C'est intéressant. En divisant le travail en petites étapes, le contrôle de la qualité est devenu plus spécialisé. C'est précisément à cette époque que l'on commence à mettre l'accent sur les audits et les inspections systématiques des produits finis. À peu près à la même époque, Walter Shewhart fait son apparition. Physicien et statisticien, il travaille pour Bell Telephone. Il apporte une toute nouvelle perspective à la gestion de la qualité. Shewhart, le père du contrôle statistique de la qualité, ne se concentre plus sur l'inspection des produits finis, mais sur la compréhension du processus lui-même. Il a utilisé des données pour suivre les variations, ce qui a conduit à ce que nous appelons aujourd'hui le contrôle statistique des processus ou CSP. Voyons ce qu'il en est pour notre auditeur. Les données et les statistiques peuvent sembler intimidantes, surtout si vous ne travaillez pas avec elles tous les jours. Il s'est rendu compte que la variation est inhérente à tout processus, qu'il n'y a pas deux produits exactement identiques, même s'ils sont fabriqués sur la même chaîne de montage. La clé est donc de comprendre quel type de variation est normal et ce qui signale un problème. Shewhart distingue deux types de variations. La variation normale, inhérente à tout processus, et la variation due à une cause spéciale qui signifie que quelque chose d'inhabituel se produit. Permettez-moi de donner un exemple concret pour illustrer mon propos. Imaginez une usine qui embouteille de la bière ou du soda. Vous vous attendez à quelques variations mineures. Le niveau de remplissage de chaque bouteille est une variation normale. Mais si, soudainement, un lot entier de bouteilles est rempli bien au-delà ou en deçà de la moyenne, il s'agit d'une variation causale. C'est le signe d'un problème qu'il convient d'étudier. Cela peut s'appliquer à de nombreux domaines et pas seulement à la fabrication. Exactement, Shewhart a mis au point un outil appelé carte de contrôle. Pour suivre cette variation, vous reportez sur un graphique les points de données de votre processus au fil du temps. Le graphique comporte des limites de contrôle supérieures et inférieures calculées sur la base de la variation normale que vous vous attendez à observer. Il s'agit en quelque sorte d'un système visuel d'alerte précoce. Ainsi, si un point de données sort de ses limites, il vous avertit que quelque chose ne va pas et qu'il faut s'en préoccuper. Ces travaux ont jeté les bases de l'amélioration continue des processus. Aujourd'hui, dans d'innombrables secteurs, nous utilisons toujours ces idées sous une forme ou une autre. Ces idées ont vraiment résisté à l'épreuve du temps. Et son travail a ouvert la voie à une autre personnalité influente, W. Edwards Deming, qui a appliqué les méthodes statistiques de Shewhart pendant la Seconde Guerre mondiale, contribuant ainsi à garantir la qualité des fournitures militaires. Ce rôle a dû être crucial, en particulier compte tenu des enjeux élevés de la production en temps de guerre. Deming s'est inspiré de ces expériences et les a développées, n'est-ce pas? Deming a emmené ses idées dans le Japon d'après-guerre où ses enseignements ont eu un impact profond sur les industries japonaises. Les Japonais ont vraiment adopté l'idée de l'amélioration continue en se concentrant sur les processus et en impliquant tout le monde dans la recherche de la qualité. Il est étonnant de constater à quel point ces principes ont contribué à alimenter ce que nous appelons le miracle économique japonais.
Quels sont donc les principes fondamentaux sur lesquels Deming a mis l'accent? Qu'est-ce qui rendait son approche si révolutionnaire? Deming avait beaucoup de sagesse à partager, mais l'une de ses contributions les plus marquantes a été ses 14 points pour la gestion. Considérez-les comme une feuille de route pour transformer les organisations en puissance axée sur la qualité. N'oubliez pas que ces idées étaient révolutionnaires à l'époque. Eh bien, concentrons-nous sur un point qui est incroyablement pertinent aujourd'hui, en particulier pour les entreprises opérant dans des environnements en constante évolution, la constance de l'objectif. Deming soutenait que les entreprises devaient avoir une vision claire à long terme et s'engager à s'améliorer continuellement plutôt que de courir après chaque opportunité de profit à court terme. Cela a beaucoup de sens, surtout dans le monde d'aujourd'hui où les tendances changent si rapidement qu'il est facile de se laisser emporter par le dernier engouement et de perdre de vue la situation dans son ensemble. La constance de l'objectif consiste à construire une culture durable de la qualité et à prendre des décisions qui s'alignent sur vos objectifs à long terme, même lorsque la pression est forte pour obtenir des résultats rapides. Il s'agit d'avoir la discipline de dire non aux distractions et de rester concentré sur ce qui compte vraiment. Un autre point qui résonne vraiment pour moi est son appel à cesser de dépendre de l'inspection pour atteindre la qualité. Deming pensait que la qualité ne devait pas être une chose que l'on essaye d'inspecter dans un produit à la fin de la chaîne. Elle devrait être intégrée au processus lui-même dès le début. Il ne s'agit donc pas de rattraper les défauts plus tard, mais de les prévenir dès le départ. Diriez-vous qu'il s'agit là d'une approche plus proactive et, en fin de compte, plus efficace de la gestion de la qualité ? Tout à fait, il s'agit de passer d'un état d'esprit réactif à un état d'esprit proactif. En comprenant et en contrôlant le processus, vous pouvez minimiser les défauts et créer un système plus efficace et plus rentable. Deming avait également des idées bien arrêtées sur le leadership. Il exhortait les cadres à devenir de véritables leaders et non de simples patrons. Mais qu'entendait-il par là? En quoi un leader diffère-t-il d'un patron selon Deming? Deming estimait que les dirigeants devaient comprendre le travail, soutenir leurs employés et favoriser une culture dans laquelle chacun se sentait autorisé à donner le meilleur de lui-même. Il considérait qu'un leader était quelqu'un qui inspirait et guidait plutôt que de simplement dicter des ordres. Il s'agit donc de créer un environnement où les gens se sentent valorisés, en confiance et motivés pour donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est tout à fait exact. Il croyait fermement à la nécessité de faire tomber les barrières entre les services, Deming ayant constaté que le cloisonnement des services pouvait conduire à des inefficacités et à des ruptures de communication. Il estimait que la collaboration et une communication ouverte étaient essentielles pour atteindre la qualité. Cela me rappelle l'importance qu'il accorde à l'élimination de la peur, dont nous avons parlé précédemment. Si les gens ont peur de s'exprimer ou de partager leurs idées, la qualité de leur travail s'en ressentira forcément. Il a même dénoncé des slogans et des objectifs pour les travailleurs, demandant le zéro défaut et de nouveaux niveaux de productivité. Il estime qu'ils ne font que créer des relations conflictuelles. Il s'agit de s'attaquer aux causes profondes et non de mettre un pansement sur un problème. Les 14 points de Deming constituaient une rupture radicale avec l'approche traditionnelle de commandement et de contrôle du haut vers le bas qui prévalait à l'époque. Il a également élaboré une théorie pour nous aider à comprendre comment appliquer ces principes de manière plus holistique. Son système de connaissances approfondi. Cela semble intrigant.
Permettez-moi d'essayer d'expliquer ce que c'est et comment cela se rattache à ces autres enseignements. Son système de connaissances approfondi nous encourage à considérer les organisations comme des systèmes interconnectés et non comme de simples collections de pièces individuelles. Il pensait que pour améliorer véritablement la qualité, nous devions aller au-delà de la simple expertise technique. En effet, il ne suffit pas d'avoir des experts en la matière. Nous avons besoin de quelque chose de plus pour résoudre efficacement les problèmes et favoriser l'amélioration. Imaginez que vous êtes un développeur de logiciels chargé d'améliorer la qualité d'une application complexe. Vous avez une connaissance approfondie du codage et des méthodologies de développement logiciel. C'est votre expertise en la matière. Mais pour vraiment faire la différence, vous devez aussi comprendre en profondeur comment l'application interagit avec d'autres systèmes, comment les utilisateurs se comportent et comment la connaissance elle-même est créée et partagée au sein de l'organisation. C'est là qu'intervient le système de connaissances approfondi de Deming. Il s'agit donc de relier les points, d'avoir une vue d'ensemble et de comprendre comment les différents aspects du système s'influencent mutuellement. Il s'agit de combiner les connaissances techniques avec une compréhension plus large du fonctionnement des choses. Deming soutenait que cette compréhension plus large, qu'il appelait connaissance profonde, englobait 4 domaines clés. Donc, 4. L'appréciation d'un système, la connaissance des variations, la théorie de la connaissance et la 4e est la psychologie. En réunissant ces 4 domaines, il est possible de créer une approche plus efficace de la gestion de la qualité. Vous pouvez identifier les causes profondes des problèmes, prendre des décisions en connaissance de cause et créer des solutions durables et bénéfiques pour l'ensemble du système. Il semble que les travaux de Deming aient eu un impact durable sur notre approche de la qualité. Mais il n'était pas le seul à faire des vagues dans le monde de la gestion de la qualité. Alors que Deming transformait les industries japonaises, un autre pionnier était occupé à laisser sa marque dans le domaine. Il s'agit de Joseph Juran. Oui, Juran, souvent considéré comme l'homme qui parlait le langage de l'argent. Il a compris que la qualité était plus qu'une simple question technique, c'était une question commerciale. Il était passé maître dans l'art de traduire la valeur de la qualité dans un langage compréhensible par les cadres. Les finances, Juran s'est vraiment concentré sur la réduction du coût dû au manque de qualité en démontrant que l'investissement dans la qualité n'était pas seulement un avantage, mais un impératif financier, et je pense que c'est là que beaucoup de professionnels de la qualité ont du mal à convaincre les personnes qui tiennent les cordons de la bourse que l'investissement dans la qualité est en fait une décision commerciale intelligente. Quelles étaient les principales stratégies de Juran pour faire valoir ce point de vue? Juran s'attachait à démontrer le retour sur investissement. Il pensait qu'en réduisant les défauts, les erreurs et les reprises, les organisations pouvaient économiser des sommes importantes et améliorer leurs résultats. L'une de ses principales contributions a été l'élaboration de la trilogie de la qualité. La trilogie de la qualité de Juran est un cadre simple mais puissant qui décrit 3 processus essentiels de gestion de la qualité. La planification de la qualité, le contrôle de la qualité et l'amélioration de la qualité. La planification de la qualité consiste à être proactif. Elle implique la conception de produits et de processus qui répondent aux besoins des clients et empêchent les défauts de se produire. Cela correspond parfaitement à l'accent mis par Deming sur l'intégration de la qualité dans le système dès le début. Il s'agit de faire les choses correctement
correctement dès le départ plutôt que de se précipiter pour résoudre les problèmes une fois qu'ils se sont déjà produits. Comment le contrôle de la qualité s'inscrit-il dans ce cadre ? Le contrôle de la qualité se concentre sur la surveillance et la mesure continue des processus. Il s'agit de s'assurer que tout fonctionne dans des limites acceptables et de détecter tout écart ou défaut susceptible d'apparaître. Il s'agit donc de garder un œil vigilant sur les choses, de s'assurer que le processus reste sur la bonne voie et de détecter tout problème potentiel à un stade précoce avant qu'il ne fasse boule de neige et ne devienne plus grave. Enfin, nous avons l'amélioration de la qualité. C'est là que la magie opère vraiment, on pourrait dire cela. L'amélioration de la qualité consiste à identifier et à éliminer systématiquement les causes profonde des défauts. Il s'agit d'affiner continuellement les processus et les produits au fil du temps afin d'atteindre des niveaux de qualité de plus en plus élevés. C'est là que le cycle PDCA de Deming, dont nous avons parlé précédemment, entre à nouveau en jeu. La trilogie de la qualité de Juran semble constituer une feuille de route très pratique pour les organisations. Elle couvre tous les aspects, depuis les étapes initiales de la planification jusqu'au suivi et à l'amélioration continue. Il s'agit d'une approche globale qui souligne l'importance d'impliquer tout le monde dans le processus de qualité des cadres supérieurs aux travailleurs de première ligne. Mais Juran est également connu pour une autre chose qui est incroyablement pertinente aujourd'hui. Il s'agit du principe de Pareto, également connu sous le nom de règle des 80-20. Le principe de Pareto suggère qu'un petit nombre de causes sont souvent responsables de la majorité des effets. Dans le monde de la gestion de la qualité, cela signifie que le fait de se concentrer sur quelques problèmes clés peut avoir un impact disproportionné sur la qualité globale. Exactement. Juran a utilisé ce principe pour aider les organisations à hiérarchiser leurs efforts d'amélioration de la qualité. En se concentrant sur les quelques causes vitales, elles pouvaient obtenir le plus grand impact avec leurs ressources limitées. Permettez-moi de vous donner un exemple de l'application de ce principe dans le monde réel. Imaginons que vous travaillez pour une entreprise qui reçoit de nombreuses plaintes de clients concernant des retards de livraison. En recueillant des données sur les causes de ces retards, vous pourriez découvrir que quelques problèmes clés comme des données d'inventaire inexactes ou des processus d'entrepôt inefficaces sont responsables de la majorité des retards. Ainsi, en s'attaquant à ces problèmes spécifiques, il est possible de réduire considérablement les retards de livraison et d'améliorer la satisfaction des clients, même sans revoir l'ensemble du système de livraison. Le principe de Pareto nous aide à concentrer notre énergie là où elle aura le plus d'impact. Il s'agit de travailler plus intelligemment et non plus durement. Les travaux de Juran semblent compléter assez bien ceux de Deming. Ils mettent tous deux l'accent sur la compréhension des processus de données et sur l'amélioration continue. Ils ont tous deux compris que l'obtention de la qualité était un effort de collaboration qui nécessitait l'adhésion de tous les membres de l'organisation. Tous deux ont véritablement façonné le paysage de la gestion moderne de la qualité. Et puis, il y a Arman Feigenbaum qui a mis le client au centre des préoccupations. Feigenbaum est le champion de l'approche centrée sur le client. Il avait une conviction simple mais puissante. Il disait que la qualité est jugée par le client. Il a vraiment insisté sur l'importance de comprendre et de satisfaire les besoins des clients et de s'assurer que leurs commentaires sont pris en compte dans la conception et la fourniture des produits
et des services. C'est très important dans le paysage concurrentiel d'aujourd'hui. Comprendre le client est la clé du succès. Il semble que Feigenbaum ait été en avance sur son temps en prônant ce que nous appelons aujourd'hui l'expérience client ou la conception centrée sur l'utilisateur. Il a également introduit le concept d'usine cachée, qui met en évidence les coûts cachés et les inefficacités qu'une mauvaise qualité peut engendrer au sein d'une organisation. L'usine cachée, voilà qui semble intrigant. On dirait presque un monde secret qui opère dans les coulisses. D'une certaine manière, l'usine cachée représente toutes les retouches, les rebuts et le gaspillage de ressources qui surviennent en raison de problèmes de qualité. Il s'agit du coût de la réparation des erreurs, du traitement des réclamations des clients et de toutes les inefficacités qui grugent les ressources et les bénéfices. C'est un peu comme un iceberg. La partie visible est le produit ou le service final, mais sous la surface se cache tout un monde de coûts cachés et d'efforts gaspillés en raison d'une mauvaise qualité. C'est une image très forte. Selon M. Feigenbaum, en s'attaquant à ces coûts cachés, on peut libérer des ressources, accroître l'efficacité et, en fin de compte, fournir des produits et des services de meilleure qualité aux clients. C'est une situation gagnant-gagnant. Nous avons donc déjà parlé de Shewhart, Deming, Juran et Feigenbaum. Je vous ai dit au début de ce podcast que je parlerai de 5 gourous. Parlons maintenant de notre dernier gourou de la qualité, Philip Crosby. Philip Crosby, j'aime bien. Il a adopté une position très intransigeante sur la qualité. Écoutez bien, Crosby était connu pour ses déclarations audacieuses et sa conviction que la qualité est gratuite. Selon lui, viser moins que la perfection, c'est s'exposer à l'échec. Il n'était donc pas partisan de l'acceptation d'un niveau de qualité suffisant. Il ne l'était pas du tout. Sa philosophie reposait sur l'idée que le coût d'une qualité médiocre, ce qu'il appelait le prix de la non-conformité, dépassait de loin l'investissement nécessaire pour prévenir ses défauts. Décortiquons cette idée du prix de la non-conformité. Je pense qu'il englobe tous les coûts associés au non-respect des normes de qualité. Pensez à des choses comme les retouches, les rebuts, les retours des clients, les réclamations au titre de la garantie et même l'atteinte à votre réputation. Cela inclut également le temps et les ressources consacrés à la réparation de ces erreurs. Il ne s'agit donc pas seulement du coût immédiat d'un défaut, mais de l'effet d'entraînement qu'il a dans toute l'organisation et au-delà. Crosby a fait valoir que les entreprises sous-estiment souvent le coût réel d'une mauvaise qualité et qu'en se concentrant sur la prévention, elles pourraient en fait économiser de l'argent et améliorer leurs résultats. C'est un cas classique où une once de prévention vaut une livre de remède. Mais la philosophie zéro défaut de Crosby semble assez stricte. Comment a-t-il proposé que nous atteignions un niveau aussi élevé? Il a présenté un programme d'amélioration de la qualité en 14 étapes qui mettait l'accent sur des éléments tels qu'un engagement fort de la direction, une formation à la qualité, la création d'un conseil de la qualité et la reconnaissance de ceux qui respectent les normes de qualité. Il croyait en la création d'une culture où chacun s'investissait dans la prévention des défauts. Il semble que son approche ait beaucoup en commun avec les idées de Deming sur le leadership, l'amélioration continue et la création d'une culture de confiance et de communication ouverte. Ils partagent sans aucun doute un certain nombre de points communs. Bien que le zéro défaut de Crosby soit un objectif plus absolu, tous deux considèrent que l'obtention de la qualité est un processus continu et non une destination. Vous vous souvenez que Crosby utilisait des exemples assez percutants pour illustrer ses propos. Permettez-moi d'en citer un qui illustre parfaitement l'idée de l'obsession du zéro défaut. Il utilisait souvent l'exemple
d'une infirmière qui administre des médicaments. Si une infirmière est précise à 99%, cela peut sembler très bien à première vue. Une précision de 99% semble donc être une barre assez haute. Mais considérez ceci. Si cette infirmière administre des médicaments 100 fois par jour, ce taux d'erreur de 1% signifie une erreur par jour. Voudriez-vous être le patient qui subit cette erreur? Cela change vraiment la donne. Soudain, 99% ne semble plus aussi rassurant. Cela nous rappelle que même les petites erreurs peuvent avoir des conséquences importantes. Exactement. Crosby voulait remettre en question nos idées sur les niveaux de qualité acceptables, en particulier dans les domaines où les erreurs peuvent avoir un impact majeur. Nous avons donc voyagé de l'ancienne Babylone à l'ère moderne en explorant les idées de ces saints pionniers de la qualité. Il est fascinant de voir comment leur pensée a façonné la manière dont nous abordons la gestion de la qualité aujourd'hui. J'espère donc que nos auditeurs retiendront les principaux enseignements de cette plongée dans le vif du sujet. Il est frappant de constater à quel point ces concepts apparemment divers, les données, les processus, la pensée systémique, l'orientation client, le leadership et la responsabilisation des employés se rejoignent pour former la base de la gestion moderne de la qualité. Il ne s'agit pas seulement d'outils et de techniques, il s'agit de cultiver un état d'esprit et une philosophie qui imprègnent tous les aspects d'une organisation. Il s'agit de créer une culture de la qualité dans laquelle chacun s'efforce d'atteindre l'excellence et cherche continuellement à s'améliorer. Vous l'avez compris. J'espère que nos auditeurs sortiront de ce premier épisode en français inspirés pour appliquer ces principes dans leur propre travail et dans leur vie, car la qualité n'est pas seulement quelque chose que l'on recherche dans les produits et les services. C'est quelque chose que nous pouvons viser dans tout ce que nous faisons. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage fascinant. À travers l'histoire de la gestion de la qualité, j'espère que nous avons tous beaucoup appris aujourd'hui et restez à l'écoute car d'autres épisodes de Chris Van Hart sur la qualité seront disponibles en français dans les semaines et les mois à venir. Merci à mes amis de Jellypod pour l'assistance technique et à Mathieu Louiset de la PACUS pour son soutien. Mes amis de la PAC travaillent depuis plus de 10 ans à l'amélioration de la qualité en soutenant les institutions de soins à Bruxelles et en Wallonie. Ce centre d'expertise indépendant met l'amélioration continue au cœur de sa démarche en apportant une vision scientifique et opérationnelle. Restez à l'écoute et continuez à faire du bon travail. Ce fut un plaisir pour moi. Je suis toujours heureux d'explorer le monde de la qualité et je vous invite à me contacter via LinkedIn pour me faire part de vos commentaires sur cette série de podcasts.